Welcome to the First Nations Health Managers Association's weekly town hall with your host, Marion Crow, your resource for COVID-19 related news and information. Send us your questions to fnhma@ihtoday.ca. Over the next hour, you'll hear from health professionals and Indigenous community leaders. As always, we have reliable and credible information for you and your community. We want to hear from you. Depuis le territoire non cédé des Mississauga of the Credit, des Haudenosaunee, les Wendat, des Chippewa, ainsi bien sûr des Anishinaabeg, c'est un plaisir de nous joindre à vous depuis Toronto dans les studios de Nation Talk. Merci beaucoup de nous accueillir dans vos nations, territoires, organisations et maisons. Et merci de venir chercher votre information fiable, crédible et pertinente sur la COVID-19 de l'Association des gestionnaires de santé Première Nation. Mon nom est Marion Crow. J'ai vraiment le privilège de pouvoir être la directrice générale de la GSPN. Je suis une princesse Pot-Pot du territoire traité 4 en Saskatchewan, Première Nation Pai-Pot. J'ai le plaisir de travailler et de jouer et de vivre sur le territoire non cédé des peuples algonquins à Ottawa. Et c'est un plaisir de pouvoir vous amener cette information. Maintenant, pour ceux d'entre vous qui ne le savaient pas, si vous avez une question pour un de nos invités aujourd'hui, s'il vous plaît, envoyez vos questions à l'adresse courriel fnhma@ihtody.ca et on fera de notre mieux afin de pouvoir répondre à vos questions. Si ce n'est pas aujourd'hui, on vous renverra un courriel avec un suivi certainement ou en parler à une séance de discussion verte future. Un petit rappel à tous mes invités, si vous voulez vous assurer que vos micros sont éteints jusqu'à ce que vous soyez au milieu du nid du corbeau. Donc, nous avons un panel d'étoiles aujourd'hui. On vous amène Dr. Abraham Kahn de chez Services autochtones Canada en Saskatchewan. Il n'y a vraiment pas de parti pris ici, une de mes régions préférées. Également, nous avons le gestionnaire de santé Première Nation certifié Andy Eluk de Big Stone en Alberta, un de mes membres certifiés préférés. Et vous pouvez même en apprendre un peu plus sur Mr. Eluk si vous allez aux vidéos de planification de la GSPN qu'on a fait sur la planification bien-être communautaire. Donc, il est vraiment une étoile, une star maintenant. Nous avons aussi Cameron Love, qui est le président et PDG de l'hôpital d'Ottawa. Et nous sommes très enthousiastes de vous avoir de retour avec nous, Cameron. Et ensuite, nous terminerons cette heure en ramenant une des invitées les plus populaires, Dr. Brenda Richtool, qui est la directrice générale du Cercle de bien-être des premiers peuples. Et bien sûr, elle nous donnera de l'espoir, de l'inspiration et je sais que c'est vraiment des périodes difficiles, pour le dire ainsi, mentalement, émotionnellement. Vraiment épuisée. Je ressens, j'obtiens des appels du directeur de santé. Nous vous aimons, nous vous soutenons et je ne sais pas comment dire merci pour garder nos nations en sécurité durant cette pandémie mondiale. Si je pourrais vous faire un câlin présentement, je le ferai. J'espère que vous vous sentez aimé et soutenu présentement, alors que vous continuez cette bataille contre la COVID-19. Ceci étant dit, je veux partager avec vous, saviez-vous que l'AGSPN, on a tous eu notre première dose de vaccin. Bon, la plupart d'entre nous ont la deuxième. J'ai eu la mienne samedi. Je suis tellement enthousiaste d'être complètement
complètement immunisés. Et ça, mes amis, mes parentés, mes cousins, c'est du leadership en action. Merci au conseil d'administration qui a vraiment mis la barre très haute pour nous et c'est très important. Donc, c'est vraiment une confiance envers les vaccins à partager avec vous également. Donc, assez de tout ça. Donc, maintenant, regardons les statistiques épidémiologiques. On a toujours très hâte à chaque semaine, et c'est de la part de nos partenaires Service autochtone Canada. Docteur Ken, joignez-vous à nous dans le nid du corbeau. Partagez avec nous ce qui se passe partout sur l'île de la Tortue. Merci beaucoup, Marion, pour cette belle ouverture. Donc, merci beaucoup pour ça. Belle ouverture, beau mot d'ouverture plutôt. Donc oui, j'ai beaucoup à partager avec vous. Je ferai de mon mieux afin de partager le plus grand nombre d'informations dans ces 10 minutes qui me sont allouées. Donc tout d'abord, je veux reconnaître le territoire sur lequel je me trouve. Donc je suis présentement depuis mon bureau à Regina, qui est situé sur le territoire du traité 4, que nous adorons tous. Merci beaucoup, Marianne et à tout le monde pour cette opportunité d'être avec vous. Je suis très honorée d'être avec des gens extraordinaires sur ce panel aujourd'hui, mais également, je veux reconnaître mes gens ici, donc les gens de la Saskatchewan, les gens des communautés Premières Nations, populations autochtones, nos leaders autochtones, nos professionnels autochtones, les fournisseurs de soins de santé autochtones, les infirmières, infirmiers, les équipes première ligne qui ont rendu tout ceci possible. J'ai eu l'honneur et le privilège de travailler avec eux durant cette pandémie et je peux vous raconter histoire après histoire à quel point je suis honorée de travailler avec eux et pour rendre cette réponse face à la COVID si efficace, une si belle réussite. Donc, il y a vraiment nous devons reconnaître l'effort de nos travailleurs de la Saskatchewan. Donc, je passerai à ma prochaine diapo. J'aime qu'on m'aide avec les diapos. Merci beaucoup. Donc, cette diapo spécifiquement vous parle un peu de la situation de la Saskatchewan. La Saskatchewan a présentement le plus gros taux de cas de COVID. Donc, c'est pour vous présenter l'information des 7 derniers jours. La Saskatchewan est située entre le Manitoba et l'Alberta et qui ont des hauts taux de transmission. Donc, certainement, vous observez ces provinces, mais notre concentration est plus sur les populations autochtones. Et présentement, nous voyons une tendance à la baisse des cas de la COVID-19. Mais certainement, c'est la troisième vague de cette pandémie. On voit une augmentation de variants préoccupants. On voit surtout le B117, donc le variant de la Grande-Bretagne. On voit aussi le P1. Ça ne prendra pas de temps à ce que ces nouvelles souches, surtout le variant indien, qui est présentement en grande circulation en Saskatchewan. À ce jour, on n'a pas détecté aucun cas dans les communautés, mais ça ne prendra pas de temps si on ne respecte pas les précautions de la santé publique. Donc, certainement, nous observons le tout. Prochaine diapo. Tout le monde nous demande les impacts de cette pandémie sur les communautés autochtones. Et il y a tellement un impact profond de cette situation de la COVID-19 et de cette pandémie sur nos communautés Premières Nations. Donc, pour vous donner une idée du nombre de cas et les statistiques épidémiologiques, donc depuis le début de la pandémie, nous avons 7056 cas dans 184 communautés partout dans la Saskatchewan. Donc, on a des cas actifs, 148 cas actifs. Malheureusement, nous avons perdu beaucoup de vies précieuses à cause de la COVID-19. 62 personnes, malheureusement, qui sont décédées de la COVID-19. Donc, vraiment, mes plus profondes condoléances, mes plus sincères condoléances pour les gens qui ont perdu un être cher. Et certainement, beaucoup d'impact aussi 73 éclosions à cause de la COVID-19 dans les communautés autochtones, 119 personnes qui sont aux soins intensifs, 190 personnes qui sont aux soins intensifs. Donc, il y a des gens qui ont dû passer 50 à 60 jours aux soins intensifs. Donc, nous utilisons ces chiffres pour parler aux gens qui sont anti-vaccins, anti-COVID. Donc, venez voir ces chiffres des gens qui sont aux soins intensifs, qui passent leur dernier souffle, leur dernier jour, leur dernière minute. Ils ne peuvent pas faire de câlins, voir leurs êtres chers.
et aller voir la vie de ces gens-là qui sont perdus. Donc, c'est vraiment des moments troublants. Beaucoup d'impact et à part ces chiffres-là, beaucoup de problèmes de santé mentale, santé physique, isolement, beaucoup d'impact à cause de la COVID-19 sur les communautés Premières Nations. Mais certainement, il y a beaucoup d'aspects positifs que j'aimerais partager avec vous. Prochaine diapo. Donc, ça vous donne vraiment une idée générale de la situation de la COVID. Comme vous pouvez voir dans ce graphique, vous voyez vraiment les sommets de la COVID. On a eu plusieurs éclosions. Donc, ça démontre la situation au niveau communautaire, un niveau de transmission dans les communautés Premières Nations. Donc, il y a beaucoup de surpopulation, beaucoup de systèmes familiaux qui sont assez larges. Donc, certainement, lorsque un variant rentre dans la communauté, ça se promène. Donc, les gens se déplacent beaucoup dans nos communautés pour des raisons familiales, pour des soins médicaux, pour des rendez-vous, etc. Donc, le virus voyage avec eux. Lorsque ça rentre dans la communauté, c'est difficile à contenir ce virus, surtout dans les systèmes familiaux qui sont assez vastes et surtout la surpopulation. Donc, ce graphique vous montre le taux en augmentation, mais aussi la tendance à la baisse aussi que vous pouvez observer. Il y a eu une intervention grâce au vaccin, bien sûr. Donc, le plus on a de vaccins, le moins vous verrez des cas de COVID. On a encore beaucoup de travail à faire pour pouvoir se rendre où on veut être, mais certainement un aperçu d'espoir ou certainement une lumière à l'autre bout du tunnel. Donc, nous avons besoin de voir de plus en plus de vaccins, surtout pour la deuxième dose, pour plus de 85 de notre population. Donc, nous verrons l'élimination de ce virus ou l'éradication de ce virus ou même un peu de liberté de retour dans nos communautés. Donc, c'est certainement quelque chose que nous observons. Prochaine diapo. Donc ici, ça vous donne un aperçu de la situation en lien avec la vaccination. Certainement, nous avons utilisé dans nos communautés donc les vaccins ARNM, Moderna et Pfizer. Donc, on se concentre surtout sur les gens qui travaillent, les gens qui s'assurent que les choses se passent au niveau communautaire. Donc, dans ces groupes d'âge, la vaccination et ces taux sont un peu plus bas. On a beaucoup de travail à faire afin de protéger ces gens-là, de vraiment les protéger le plus possible. Comme vous savez, les choses réouvrent. La Saskatchewan a vraiment un bon plan de déconfinement, mais nous nous concentrons sur les gens qui travaillent, viennent dans les bureaux de conseil de banque, vont à l'école, les enseignants scolaires, les gens du domaine clinique qui viennent dans les communautés, offrent des services cliniques aussi. Donc, on se concentre là-dessus sur comment on peut les immuniser rapidement. Donc, certainement, nous avons de belles avancées au niveau de l'administration des vaccins, mais nous nous préoccupons toujours par certains groupes d'âge et je vais vous le démontrer dans la prochaine diapo. Donc, c'est pour vous donner encore une fois un aperçu de la région de la Saskatchewan et son plan de déconfinement. Donc, on voit que les vaccins sont disponibles en abondance en Saskatchewan pour les communautés autochtones. Chaque communauté a un bon nombre de vaccins Pfizer et Moderna. Les infirmiers et infirmières travaillent très fort. On a beaucoup de podcasts, de séances de discussion vertes comme celle-ci où on éduque les gens, on sensibilise les gens par rapport à tout ça, mais tout en Saskatchewan est vraiment étroitement lié à la campagne de vaccination et au taux de couverture de la population, comment ils sont protégés, protection. Donc, nous allons réouvrir pour la première étape à la fin de ce mois-ci, mais certainement, tout est lié à des hauts taux de vaccination. Donc, je vais vous montrer dans la prochaine diapo quels sont nos, vraiment, nos objectifs pour la vaccination la COVID-19. Donc, chaque chef a reçu ce plan, cette image en Saskatchewan. Donc, Pipot, le chef a reçu cette diapo et tous les chefs ont reçu ces diapos. Donc, ça vous donne vraiment une bonne idée où vous en êtes présentement au niveau de votre taux d'immunisation. La diapo que vous voyez ici sur l'écran, c'est en fait une diapo pour toute la Saskatchewan et sa population autochtone. Donc, présentement, nous sommes à 48 et nous voulons nous rendre à 85. C'est notre cible. Et ça vous montre également que de 18 à 49 ans,
C'est notre cible clé. C'est là où il y a de plus d'éclosions et c'est là où on voit la transmission communautaire et c'est le groupe d'âge que nous voulons cibler dans les prochains mois. Donc, nos infirmiers, infirmières, travailleurs de santé, directeurs santé, tous ces gens-là sont extrêmement occupés à pouvoir parler à ces gens-là. Aussi, ils essayent par les médias sociaux. Nous travaillons très fort avec nos gardiens de la connaissance, nos aînés et maintenant avec les écoles. Ils ont accès à de la bonne information, donc information crédible, authentique, prouvée scientifiquement. Ils l'utilisent pour leur prise de décision, le partage de décisions. Donc certainement, il y a beaucoup de choses à faire dans les 2 prochains mois afin que nous puissions avoir un bel été, encore une fois, ramener Marion en Saskatchewan et de pouvoir avoir un bel automne également. Prochaine diapo. À part, il y a beaucoup d'efforts qui ont été mis dans les communautés Premières Nations. Également, il y a vraiment un effort important pour les communautés ou les gens Premières Nations qui habitent dans les régions urbaines. Donc, nos cliniques urbaines autochtones qui sont présentement ouvertes pour les gens. Les gens ont travaillé très fort pour s'assurer que ça devienne possible et accessible. Donc, souvent, les conseils tribaux sont présents, différents conseils et travaillent très fort avec les autorités de la santé de la Saskatchewan et aussi avec les gens de SAC pour s'assurer que ces cliniques réussissent bien. Ça fonctionne bien dans ces cliniques. Il y a plusieurs, gens qui ressortent de ces cliniques. Les gens sont heureux d'avoir cette, opportunité. Ils peuvent aller dans les centres urbains, obtenir le vaccin, peu importe où ils sont, en plus, des efforts de vaccination dans les communautés. Donc je suis très heureux de vous dire que depuis ces cliniques, donc en date du 21 mai, nous avions immunisé 15 000 autochtones, en Saskatchewan dans les centres urbains et dans les prochains mois, nous voulons nous rendre à 85 pour la première dose et même chose pour la deuxième dose. Donc s'il vous plaît, priez pour nous, travaillez avec nous et Marion, nous avons besoin de ce soutien, des séances de discussion vertes pour pouvoir vraiment, hem, rejoindre ces gens-là. Donc je suis très honorée d'être avec vous et je resterai avec vous s'il y a des questions pour nous. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Dr. Pond. Et je vous rappellerai de devoir éteindre votre micro présentement puisque je vous ramènerai dans le nid du corbeau un peu plus tard pour certaines questions. Vous avez mentionné la Première Nation Pipe Pot. Bonjour, Chef Fox et tante Judy Sugar, une de nos anciennes présidentes dans l'organisation. Je vous le dis, donc vraiment, ils sont bien élevés en Saskatchewan. Donc un petit rire, c'est toujours la meilleure médecine pour tout le monde. Maintenant, juste un petit rappel, tout le monde, nous sommes diffusés à la télévision grâce à l'APTN. Je sais que ça joue à 17 heures heure de l'Est. Donc, vérifiez dans vos fuseaux horaires et vous pouvez faire une petite fête pour écouter l'émission samedi à 17 heures afin d'obtenir plus d'informations. Et merci beaucoup à tous les partenaires médias autochtones que nous avons, qui nous diffusent en direct présentement et à ceux qui nous diffuseront demain et il y a d'autres rediffusions. L'information, c'est vraiment le pouvoir et ce sont des importantes statistiques à avoir lorsque nous voulons nous assurer que toute notre parenté soit immunisée et comme toute autre immunisation dans l'histoire, c'est un outil afin de vous protéger et de protéger ceux que vous aimez. Et j'ai dit à Dr. Adams il y a quelques semaines, on faisait des blagues après avoir parlé de petits mamelons qui sont ressortis. Donc, ne soyez pas quelqu'un de désagréable, allez trouver l'aiguille dans votre bras. Donc, comme je vous le dis, revenez vers nous, écoutez-nous. Donc, ce petit, séance de discussion verte qu'on organise à chaque semaine. Donc, après ce commentaire, je vais amener quelqu'un qui est capable de faire face à tout ça et c'est mon bon ami, monsieur Andy Look. Big Stone en Alberta.
Donc, ce sont de bonnes personnes là-bas. Donc, Andy, qui est un gestionnaire de santé Première Nation certifié, joignez-vous à nous et joignez-vous à moi pour partager ce que fait que Big Stone en Alberta. Merci, Marianne. C'est toujours un plaisir. Je suis très heureuse d'être ici aujourd'hui et je veux vous remercier de m'avoir invité de faire partie de cette séance de discussion verte. Tout d'abord, je veux reconnaître que je suis sur le territoire du traité 8 dans la Première Nation Big Stone et je suis très heureux de me joindre à vous, à l'Association des gestionnaires de santé Première Nation aujourd'hui. Donc aujourd'hui, je vous parlerai des services virtuels pour pour les besoins en dépendance durant cette pandémie globale, cette pandémie mondiale de la COVID-19. Donc, pour ceux d'entre vous qui sont à la radio et en ligne, mon nom est Andy Allouk. Je suis le directeur adjoint de santé pour la commission Big Stone. Ce matin ou cet après-midi, peu importe où vous vous trouvez, je veux partager avec vous certaines des expériences vécues par ma communauté et les organisations que je représente. Aussi, je vous parlerai de l'événement qui, amène qui sont qui dev avant la session virtuelle, mais aussi les événements que nous organisons avec plusieurs communautés. Avant de le faire, je veux vous expliquer d'où je viens et si on peut avancer à la prochaine diapo, s'il vous plaît, je continuerai. La nation Cree de Big Stone est une Première Nation indépendante dans le nord de l'Alberta. En tant que Woodland Cree, nous sommes de la branche ouest de la grande nation Cree. Il y a Sud-Wabaska, Sandy Lake, il y en a d'autres aussi. Donc, dans le nord de l'Alberta, c'est là où se situe notre Première Nation. On fait vraiment la chasse de gibier, on fait de la pêche. On a 8 500 membres partout au Canada. De ces 8 500 membres, il y a environ 2 635 membres qui habitent dans la communauté. Donc, nous avons 7 communautés établies dans le nord de l'Alberta, qui incluent 166A, B, 166B, 166C et D, Sandy Lake, Collin Lake et Chippewa Lake, tous situés dans le nord de l'Alberta. Donc, Collin Lake, c'est 2 endroits désignés selon Statistique Canada. Donc, ça inclut du territoire de chaque côté de la réserve autochtone 183 Jean-Baptiste et aussi entre Collin Lake au nord et Collin Lake, le parc provincial au sud. Donc, c'est une petite communauté, Chippewa Lake, qui est près du district municipal. Le numéro 17 est situé sur la rive sud de Topayan Lake, environ à 110 km au nord de Wabasca, qui est aussi adjacent à la communauté Big Stone. La communauté est accessible par des routes de gravel. On a une petite population de 3 850 personnes vivant dans la communauté et les services sont offerts, les services de transport médical sont offerts par la communauté Big Stone. Donc, voulons offrir des services virtuels aux communautés éloignées et isolées. Prochaine diapo. Nous sommes situés à 3,5 heures au nord d'Edmonton, dépendamment qui conduit. Et notre communauté est près du hamlet de Wabasca. Comme vous voyez sur la carte, la COVID-19 a vraiment changé la façon dont nous pouvons offrir des services qui répondent aux besoins des Albertains. Je veux vraiment parler de la géographie de ma communauté. Dans le nord de l'Alberta, dans les territoires de traité, c'est parfois difficile et nous devons souvent faire face à différents défis afin d'offrir des services efficaces qui répondent aux besoins de tout membre de nos nations partout en Alberta. Donc, c'est là où on a différentes plateformes virtuelles et nous pouvons offrir des services à distance et en personne. Prochaine diapo. Il y a plusieurs rivières et cours d'eau qui se connectent à nos lacs, nos rivières. Ils sont situés près de notre territoire traditionnel et culturel où nous pratiquons les cérémonies et les enseignements. Avec l'enseignement basé sur le territoire, nous offrons du pratique occidentale et traditionnelle également. Votre programme de rétablissement vous offrira des opportunités, soit en classe ou sur le territoire. Pour ceux qui sont seulement disponibles virtuellement, ils auront aussi l'opportunité de pouvoir avoir un traitement avec Mark Me, le centre de traitement Mark Me qui offre un programme de rétablissement en ligne et aussi un aspect culturel inclus dans ce programme. Prochaine diapo.
Donc, nous pouvons offrir des programmes de santé publique, mais nous avons aussi des entités, d'affaires. Donc, on peut offrir des services aux membres qui sont à l'extérieur de la communauté, dans les communautés éloignées, dans les centres urbains. L'utilisation de la technologie fait partie de nos programmes, mais aussi de pouvoir soutenir les membres de la communauté en personne. Donc, ces programmes et services ne seraient pas possibles sans la technologie et les employés qui sont là pour soutenir nos clients. Nous utilisons de l'information pour offrir des preuves au gouvernement et autres organisations pour leur démontrer qu'il y a un besoin d'accès et de soutien aux services de santé en incluant les traitements. Pas seulement pour nos membres de la Première Nation Big Stone Cree, mais aussi au reste de la population et à d'autres gens qui utilisent les bénéfices de la santé Big Stone partout au Canada, mais aussi les services de santé, certainement. Prochaine diapo. Pour ceux d'entre vous à la radio, vous ne voyez peut-être pas ce que je vous montre, mais je vais décrire la configuration du centre de l'édifice d'administration de notre communauté. Donc, on a le centre professionnel, c'est le transport médical Big Stone, donc le bien-être communautaire, la commission de la santé aussi, le foyer de groupe, la maison des aînés, l'école, l'édifice d'administration, les services enfants et familles. Chaque département avec lesquels nous travaillons à la commission de la santé Bixton dessert ses membres selon son expertise. C'est souvent les mêmes clients qui auront besoin de services de santé mentale et de dépendance comme notre programme qui est soit virtuel ou en personne. Prochaine diapo. En plus de tout ça, en plus de nos programmes virtuels et en personne, les programmes de bien-être, on a différentes façons innovatrices de pouvoir aborder les problèmes de santé mentale. On a une vanne, en fait, une petite camionnette mobile pour la vaccination, pour les différents services. On a aussi des soins virtuels de diabète et aussi on a différents spécialistes et ça contribue tout ça au bien-être, à la santé mentale et aux problèmes de dépendance aux membres de notre nation, qu'ils soient dans la communauté ou qu'ils aient accès à nos services de façon virtuelle. Prochaine diapo, s'il vous plaît. La Commission de la santé Big Stone a choisi différents programmes grâce à un processus interne. C'est l'équipe de gestionnaires qui a facilité une approche d'équipe, de groupe pour réviser nos priorités de santé. Le résultat de ces priorités, avec la santé mentale et les dépendances, sont une priorité. Dans les dernières années, il y a eu un intérêt à ce que les membres de la Première Nation puissent avoir accès à des traitements résidentiels, comme des programmes aussi externes, vont offrir des solutions aux différents défis auxquels nous faisons face, de pouvoir offrir l'accès à un rétablissement culturellement approprié et sécuritaire. Donc, à chaque année, l'équipe de leadership de la Commission de la santé se rassemble afin de pouvoir rétablir les priorités, les besoins de la communauté. C'est là que la planification stratégique et des actions sont mises en œuvre pour l'année suivante. Lorsque la planification stratégique est mise en place, nous incluons la possibilité de développer des partenariats et de potentiellement améliorer le statut de santé de la Première Nation Bixson et de ses membres. Le partenariat avec le Centre Markemi, le programme virtuel, est un exemple de ces partenariats avec le potentiel d'une collaboration même future. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Donc, c'est une photo. Ici, vous voyez les communautés environnantes. Donc, c'est Hamlet of Wabasca qui est entouré par la Première Nation Cree de Big Stone. Je dis souvent que les médecins sont essentiels dans notre communauté, mais si vous pensez à ça comme une fleur, les pétales de cette fleur, c'est les communautés Cree de Big Stone ABCD. Prochaine diapo. Donc, je voulais conclure en disant que les leaders établissent la vision pour le futur et mettent en place la stratégie afin de s'y rendre. Mais je voulais aussi me concentrer sur la santé mentale et les dépendances et m'assurer que tout le monde est conscient et sait que nous sommes là
En tant que l'équipe de la commission Big Stone, pour vous soutenir durant cette pandémie, nous avons des services virtuels qui sont accessibles partout au Canada et en personne. Et également, je voulais vous remercier, Marianne, de m'avoir invité aujourd'hui à la séance de discussion verte de la GSPN. Et j'ai très hâte. Merci beaucoup. Pour les prochaines semaines, j'ai très hâte. Merci. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez, mesdames et messieurs, mais je vois Andy en tant que chef national un jour. Allez, ouais! Andy, c'est un plaisir et je suis ravie de partager un écran avec vous encore une fois. C'est un peu comme si vous avez peut-être filmé une vidéo pour la planification santé et bien-être communautaire à un certain moment donné. Bon, parlant d'outils, c'est un produit que vous pouvez télécharger depuis le site Internet de l'Association des gestionnaires de santé Premières Nations. C'est la planification bien-être communautaire. Et je sais qu'on est dans une troisième vague. Dans certains cas, c'est la quatrième dans certaines nations autochtones. Si vous n'avez pas un outil de planification de pandémie, j'espère que vous en avez un, mais si ce n'est pas le cas, tournez-vous vers le site Internet de notre organisation et nous nous assurerons que vous avez accès à un outil de planification pandémique que vous pouvez personnaliser selon votre nation dans vraiment comment vous allez faire la prestation de vos services. Je veux vous dire qu'on est un petit peu en retard sur notre ordre du jour, mais il n'y a pas d'inquiétude vraiment. Puisque si vous avez une question, vous pouvez nous l'envoyer à fnhma@ihtoy.ca. Et si je ne peux pas répondre à votre question d'ici la fin de cette heure, je m'assurerai qu'on la ramène dans une future séance de discussion ouverte ou qu'on vous envoie un courriel. On a tellement d'incroyables présentateurs et c'est beaucoup d'informations à partager. Mais c'est bien. Parlant du partage d'informations, je suis ravie de réaccueillir à la séance de discussion verte de la GSPN Cameron Love. Cameron est le président et PDG de l'hôpital d'Ottawa. C'est un privilège de pouvoir être bénévole pour Cameron avec la famille TOH. Donc, parlez-nous des soins de santé, les hôpitaux, qu'est-ce qui se passe présentement. Donc, joignez-vous à nous dans le nid du corbeau, Cam. Merci beaucoup, Marianne, de m'accueillir ici aujourd'hui. Je ne- nous sommes sur le territoire non cédé des peuples algonquins et c'est un privilège d'être ici aujourd'hui. Donc, quelques minutes, je vais vous offrir un contexte d'une perspective hospitalière. Je pense que la dernière fois que j'étais ici, je ne me souviens pas de la date exacte, Marion, mais on a parlé de la première vague, de la deuxième vague. Et je crois que lorsqu'on pense à l'hôpital d'Ottawa, pour ceux d'entre vous qui ne connaissaient pas Ottawa, nous avons environ 1,2, 1,3 million de personnes qui sont dans la région de Champlain. L'hôpital d'Ottawa est vraiment le site principal de référence. On a environ 15 000, 17 000 personnes qui travaillent ici. On a 1200 lits et on offre des soins critiques pour les gens partout dans la région. Et la raison pour laquelle je le mentionne, c'est que dans la première et deuxième vague, et je vais parler de la troisième vague dans un instant, l'un des grands défis pour les hôpitaux, c'est de comment de créer la capacité de gérer la COVID, mais aussi de maintenir l'accès aux soins de santé en général. Et c'est probablement un des plus grands défis durant cette pandémie. Lorsque je pense à vraiment des aspects positifs à ressortir de la pandémie, c'est qu'en Ontario, et je pense que c'est au Canada un peu partout aussi, donc, cet aspect d'inspiration, c'est comment les communautés se sont vraiment mis ensemble pour combattre, la pandémie. Donc, c'est pas vraiment les soins à long terme, les hôpitaux, c'est de travailler ensemble pour offrir l'accès aux soins de santé pour les gens qui malheureusement sont tombés malades de la COVID, ont perdu quelqu'un à la COVID. Donc, comment on soutient les communautés, les hôpitaux? Et en tant qu'hôpital, historiquement, on doit faire face aux choses comme la neuroscience, le traumatisme, mais on a des cliniques, on travaille avec les centres de communauté, comme les centres communautaires, gestion des vaccins. Donc, c'est vraiment pour démontrer la résilience et les soins de santé communautaires pour tous les médecins, les travailleurs de santé partout au pays. Donc, c'est vraiment l'aspect positif qu'on en ressort de la COVID. Ayant dit tout ça, en décembre et janvier, ou certainement en Ontario, et je pense que c'est un peu partout au Canada, la troisième vague certainement a été la plus difficile. Et
lorsqu'on a commencé le mois de janvier, surtout à Toronto, il y avait vraiment des chiffres significatifs. Ce n'est pas une pression massive sur les hôpitaux de pouvoir, ça crée des problématiques d'accès aux soins de santé. Donc, dans la situation d'Ottawa, au mois de décembre, il y a différentes catégories de zones pour ce qui est les mesures de santé publique. Donc, on était autour 39 personnes qui avaient la COVID par jour. Donc, c'est une catégorie où il y a des restrictions, bien sûr. Début janvier jusqu'à février, il y a environ 300 à 400 par jour. C'est 10 fois plus de cas. Lorsque nous voyons des augmentations comme ça, par défaut, on aura plus de gens admis à l'hôpital. Donc, on a dû mettre en place des plans pour les augmentations des besoins, des services chirurgicaux. Le gouvernement a fait la bonne chose d'imposer un confinement et vraiment, ça nous a amené du mois de janvier jusqu'au début du mois de mai. Maintenant, ayant dit tout ça, durant cette période de temps, encore une fois, on a vu vraiment de belle résilience de la part des médecins, des cliniciens. Et ce qui était assez remarquable durant cette phase et parlant à des collègues hospitaliers partout au pays, pas seulement les gens ont bien répondu afin de répondre pour aider de la meilleure façon possible, mais à tous les niveaux. On l'a vu dans les hôpitaux, les infirmières qui travaillent dans les domaines cliniques ont commencé à travailler dans les soins intensifs. Donc, les gens voulaient simplement aider de toute façon possible. C'est comme ça qu'on a pu passer au travers de toutes ces journées-là. Et maintenant, dans le mois de mai, ce qu'on a commencé à observer, c'est vraiment un changement, plus d'optimisme. Et c'est définitivement à Ottawa, en Ontario et un peu partout au pays, nous voyons de l'encouragement. Donc, on a eu vraiment plusieurs, patients COVID, surtout dans les soins intensifs. Il y a environ 40 patients par jour maintenant, on a une baisse. Donc, c'est un défi, on le voit maintenant avec les collègues, les amis, familles à Winnipeg et différents endroits dans les provinces qui doivent faire face à plusieurs pressions et qui transfèrent, leurs patients. On prend des patients qui proviennent de Winnipeg maintenant à cause des défis auxquels ils font face. On les a amenés à Toronto, entre autres. Donc, c'est vraiment comment les provinces et les communautés se soutiennent les uns les autres à travers tout ça. Ça a créé vraiment une courbe allongée de pression, mais il y a des situations critiques à différents endroits. Donc, où on en est rendu maintenant, on se concentre sur 2 choses. La première, les vaccins et ensuite le rétablissement. Et je pense que l'aspect optimiste présentement et j'écoutais Dr. Khan, je pense qu'on a des meilleurs taux de vaccination, d'administration des vaccins qu'au mois de janvier. À Ottawa, donc pour le mois de mai, 65 de la population a obtenu leur première dose et ensuite deuxième dose. Donc, si on regarde les données d'un peu partout dans le monde, surtout des endroits comme l'Israël, donc il y a des données intéressantes à ce niveau-là. Aussitôt qu'ils sont arrivés aux 50, leur taux d'hospitalisation et d'incidents liés à la COVID ont vraiment descendu dramatiquement. Ce que nous observons maintenant, c'est que nos volumes, pour une moyenne de 7 jours, on a plusieurs patients COVID. Il y en a plusieurs, par contre, qui proviennent de Toronto, Winnipeg. Donc, le taux que nous avons à Ottawa sont vraiment à la baisse de façon significative. Donc, pour cet été, le mois de juin, 70-80 je pense certainement que c'est un bon changement et que nous pourrons mettre tout ça derrière nous en tant d'événement historique. Et finalement, ce que je vous dirais, et ce sont les 2 choses les plus préoccupantes auxquelles j'ai dû faire face, c'est comment est-ce qu'on peut recommencer à faire certaines activités? Heureusement, on a pu bien gérer la COVID, bien gérer les gens qui ont des problématiques urgentes, que ce soit chirurgie, cancer, et cetera, mais on a des longues listes d'attente et on doit reprendre le rythme. Les communautés, les provinces et même au pays, ça sera une phase durant l'été et aussi l'automne et même janvier, février, mars de l'année prochaine, comment on peut reprendre les activités pour ramener les gens, par exemple, les gens qui avaient des besoins chirurgiques de chirurgie clinique, donc de les ramener et leur offrir les soins de santé, dont ils avaient besoin. Donc c'est une expérience à long terme et aussi les impacts de la santé mentale. La santé mentale des gens, c'est variable.
Les gens ont différents degrés de résilience, les familles ont différentes expériences, mais certainement, il n'y a aucun doute sur le fait qu'on doit vraiment se concentrer sur, la durabilité, de l bonne santé mentale chez les gens. Donc ce n'est pas quelque chose où on peut vraiment écrire un scénario et gérer en 2-3 jours. C'est quelque chose en tant que communauté, nous devrons nous concentrer là-dessus pour au moins une année complète ou même plus. Et finalement, un dernier commentaire, Marianne, je veux vraiment remercier tous les travailleurs de santé, pas seulement à Ottawa, mais je l'ai vu partout dans la province, au pays, les médecins, infirmiers, infirmières, tous ces gens qui se sont vraiment joints à cet effort et qui ont fait un travail remarquable. Mais aussi, c'est que les gens ont vraiment besoin d'une pause. Ça fait partie, de ce que nous essayerons de faire cet été, donc qu'ils puissent prendre une pause, avoir un meilleur équilibre et de pouvoir revenir un peu à la normale pour l'automne. Et j'arrêterai ici. Cameron, merci d'être de retour et de nous donner un aperçu de ce que c'est que d'être dans ces corridors de l'hôpital d'Ottawa. Et je vous remercie tellement pour votre leadership, Cam. Vous êtes, vous avez commencé ce travail en tant que nouveau président et PDG et boum, une pandémie est arrivée. Je pense que vous construisez un nouvel hôpital aussi. N'oubliez pas ça parce que je veux vous en parler dans quelques minutes, Cam. Merci. Absolument, Marianne. Merci. Pas de problème, Cam. Et parlant de président, bonjour David McLaren à Kebawak. Merci beaucoup d'être notre président, mon patron. Vous êtes un individu incroyable et je ne commenterai même pas sur l'ajout de hockey d'hier soir. Mon évaluation s'en vient, donc je vous dirai go, Habs, go. D'accord, David? Parfait. Et partager plus d'informations. Encore une fois, une de nos invités préférées pour ce partage d'informations, ce dialogue, vraiment, qui est quand on continue. Il s'agit de Dr. Brenda Richto, qui est la directrice générale du Cercle de bien-être des premiers peuples. Venez avec nous, Brenda, dans le nid du corbeau. Merci de me réaccueillir, Marianne. C'est toujours bien de pouvoir se joindre à la séance de discussion ouverte de l'AGSPN et d'avoir l'opportunité de partager de l'information sur le bien-être mental. Elle passe à la langue traditionnelle. Merci de m'accueillir. Je suis ici sur le territoire de Nipissing, Première Nation. Je vis, je travaille et je vois Rough Lake, Nipissing, ma communauté de Nipissing au nord de l'Ontario. Je les vois de l'autre côté. Donc, c'est un honneur de conclure aujourd'hui. C'est une grosse responsabilité. Je ne sais pas pourquoi, mais plus que jamais. Mais durant cette troisième vague, je dois reconnaître que plusieurs d'entre nous, nos travailleurs, le membre de notre famille, le leadership, on travaille fort afin de se protéger les uns les autres et de s'assurer que nos communautés continuent à profiter de leur bien-être et de réussir à atteindre ce bien-être. Lorsqu'on pense à retourner vers des choses pré-pandémiques, donc de se rassembler ensemble, de se retrouver, profiter des célébrations. Je sais que plusieurs d'entre nous ont trouvé ça difficile de ne pas avoir cette opportunité de se rassembler, que ce soit un moment de célébration comme les powwows ou la naissance d'un enfant, des cérémonies d'accueillir un enfant, d'autres cérémonies ou même des périodes de perte. De se soutenir durant des périodes de maladie, c'est une période très difficile. Et je pense à des mots d'un de nos leaders. Je lui ai demandé, j'ai dit: Tu dois prendre soin de toi-même. Et il m'a répondu: Je ne peux pas prendre une pause jusqu'à ce que je sache que tous mes membres sont en sécurité et protégés. Et je dois vraiment reconnaître cet engagement et vraiment, ça provient de ce leader et de leur groupe de travail qui font la même chose. Ils ne se reposent pas, ils ne prennent pas de pause. Et ça me fait réaliser que nous sommes tous susceptibles à l'épuisement professionnel. J'en ai probablement parlé précédemment, Marion, mais je pense que nous devons rappeler aux gens de prendre soin de soi
Puisque nous voulons nous assurer que la santé et le bien-être de nos communautés est en place, nous devons vraiment se concentrer sur l'espoir et c'est une question d'espoir. Et en pensant à notre futur, on doit vraiment voir ce qui se présente devant nous, le futur pour nous, nos familles, nos communautés, nos leaders. Et pour moi, c'est vraiment ancré dans le sens qui nous sommes en tant que gens, nos valeurs et nos croyances en l'esprit. Et je pense qu'on doit arrêter et réfléchir. Tout d'abord, on doit penser à ça. Est-ce qu'on s'épuise? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on remarque que nous vivons de la fatigue chronique? C'est difficile de faire notre travail. Peut-être qu'on regarde les médias sociaux, on se sent épuisé physiquement et émotionnellement. Peut-être même qu'on devient cynique ou détaché des émotions des gens. On se dit, ah, c'est correct parce qu'on est tellement fatigué, on se sent inefficace, on ne réussit pas à accomplir ce qu'on veut accomplir. Et si c'est le cas, je crois qu'il est très important de se concentrer sur le progrès que nous avons pu effectuer. J'ai été tellement heureuse d'entendre Dr. Khan, Andy, qui parlaient du progrès qui fut fait. Les chiffres augmentent pour le déploiement de la vaccination, on voit des changements chez les gens qui travaillent, d'avoir accès aux services dont on a besoin. Donc, les gens qui ont besoin du soutien l'obtiennent et on se rend disponible de la façon dont on peut le faire. Je pense que si on s'en concentre sur le progrès, mais non pas sur le résultat seulement, on verra les avancées qu'on a fait en tant que nation et toute la résilience que nous avons pu être créatifs, faire des changements dans notre travail, parmi notre personnel et de pouvoir soutenir les gens où ils en sont rendus et de la façon dont ils ont besoin d'être soutenus. Je pense aussi qu'on doit vraiment développer notre propre conscience de soi en se regardant régulièrement. Est-ce qu'on prend soin de notre santé, de notre propre bien-être? Est-ce qu'on dort assez? Est-ce qu'on passe du temps à faire de l'exercice, à bien manger, faire des choses qui nous amènent vraiment un aspect positif que d'être sur le territoire, aller sur l'eau, prier, d'écouter les oiseaux, qui chantent, d'en mettre nos mains dans le sol, faire des jardins, planter des fleurs et de pouvoir se nourrir soi-même et nos est-ce qu'on fait ces choses-là? Qui a pris le temps hier soir de sortir et de remercier la grand-mère lune? N'avait-il pas une belle lune hier soir? C'était une lune de fraises. C'était la super lune et la super lune nous parle de l'importance de la régénération et de la renaissance et je pense que c'est un bon moment de le faire. Assurez-vous que dans la renaissance, lorsque vous pensez aux choses comme par exemple la fraise nous enseigne que le mois de juin s'en vient et cette lune de fraises nous enseigne l'importance du cœur, l'importance de penser à notre propre paix, tranquillité et le pardon. Le pardon pour ces choses qu'on n'a pas pu faire durant cette période. On a fait tout ce qu'on pouvait, donc on doit se pardonner, on doit être bon envers soi-même et reconnaître que cette lune de fraises est connectée à notre cœur et aux gens et au territoire duquel nous provenons. Et dans tout ça, la création nous a donné tout ce dont nous avons besoin pour vivre une bonne vie. Donc, la lune fraise est sortie à un moment où on sort de cette troisième vague, de cette pandémie. On voit cette lune de fraise, les vaccins. Et durant cette période, nous sommes connectés de façon interne envers nous-mêmes, à nos familles, à la communauté. Et ça nous dit également, ça nous parle de résilience, ça nous parle de réconciliation. Ça nous rappelle que si on pense à notre résilience, nous pensons au fait que nous construisons et que nous soutenons les communautés. On a les communautés qui prennent soin les uns des communautés qui, entre elles, prennent soin les unes des autres, les aînés, les jeunes qui prennent soin des aînés. On a vu les leaders qui vraiment prennent leur place, relèvent les manches et font ce qui doit être fait. On a tous changé les rôles dans nos communautés afin de pouvoir s'assurer que la santé et le bien-être des autres est
prise en charge. Nous nous sommes assurés que nous avions des hautes attentes de succès. On va passer au travers ensemble et ça nous démontre que nous sommes des gens résilients. Nous nous sommes également assurés qu'il y ait une participation significative de la part de tout le monde dans la communauté. Ça nous donne de l'espoir, de nos plus jeunes, nos plus petits, que ce qui nous amène du bonheur, de la joie, des sourires pour nos adolescents, qui nous enseignent l'importance de la créativité, de faire les choses différemment et de pouvoir rejoindre les gens de façon différente, vers nos aînés qui nous rappellent comment prendre soin les uns des autres en revenant ensemble, faisant les choses que nous n'avions pas fait par le passé. Également, nous devons continuer à développer des liens importants avec les autres. On se rappelle que peu importe ce que ça prend pour se soutenir les uns les autres, pour pouvoir être dans les communautés et demander que puis-je faire pour t'aider, s'assurer que vous avez de la nourriture, un endroit où demeurer, votre vaccin, que nous faisons toutes ces choses-là. Donc, on se rejoint les uns les autres. Et on a aussi ces barrières dans les communautés. On ne quitte pas la communauté à moins que ce soit nécessaire. On amène de la nourriture, on a des programmes de sécurisation alimentaire, ainsi les aînés, les personnes les vulnérables. On a même des communautés qui ont fait une approche de réduction des méfaits. Parfois, euh, on doit amener de l'alcool et transmettre le message aux gens comment boire de l'alcool, mais de façon sécuritaire. Aussi, on se donne des habiletés de vie. Il y a des gens qui ont appris à perler, à faire des mocassins, à faire aussi de sculpture dans le bois. Donc, on se donne, on se partage des habiletés de vie. Et finalement, on s'est reconnecté à notre identité. Qui sommes-nous en tant que peuple autochtone? Et sur les médias sociaux, nous avons appris des enseignements, comment vraiment cueillir des médecines, comment vivre du territoire, l'importance de la guérison basée sur le territoire. Aussi, nous avons appris l'importance des enseignements du feu, de la fraise, de l'ours. On a appris tellement d'enseignements. Et lorsque je pense à cette période, je pense aux enseignements du papillon et comment le papillon on regarde un papillon qui vraiment est en la forme d'un petit ver au début et de passer au travers des difficultés. Et finalement, la petite chenille monte sur l'arbre et fait un petit cocon. Et même si ces changements ont l'air négatifs, lorsqu'il ressort, il est beau, il est vraiment libre et ça nous rappelle que nous avons toujours cette opportunité d'émerger plus fort et plus beau. Et je crois que cette pandémie enseigne à toutes nos nations que nous sommes résilients et que nous serons plus forts, plus beaux lorsque cette pandémie se terminera. Donc, je vous dis merci, Miigwech, vous avez tous ce papillon à l'intérieur de vous. Ah mon Dieu! Donc, je suis sans mots. Quand est-ce que vous voyez Marion Cross qui n'a plus rien à dire? J'adore ça. Donc, les gens qui font leur régalia pour le moment où nous pourrons nous réunir, les powwows, célébrer nos cérémonies encore une fois. Sincèrement, je vous dis merci et un grand miigwech. Merci. Et vous savez quoi, Brenda? Faut que je vous achète une de ces tasses à café. C'est quelqu'un d'autochtone à Saskatoon. Ça dit une Indigenous Boss Babe, ça veut dire une belle femme autochtone qui est la patronne. Donc, merci de nous avoir parlé de la fraise, du papillon et cette belle lune qui nous a été offerte hier dans ce magnifique ciel. Merci beaucoup. Vous savez l'heure qu'il est, mesdames et messieurs. Maintenant, c'est le moment d'aller dans la boîte de réception courriel. Et en fait, Dr. Khan, je vais vous demander de revenir dans le nid du corbeau. Et vous savez, on a fait un petit peu de recherche et quelqu'un d'autre aussi a fait de la recherche. Récemment, vous étiez inclus. En fait, je sais que vous étiez beaucoup dans les médias récemment, Dr. Khan, et merci de pouvoir éduquer les gens.
Donc, il y a eu une entrevue dans un journal de la Saskatchewan au mois d'avril et vous avez parlé beaucoup de confiance et les différentes façons de démontrer la confiance dans les systèmes de soins de santé, donc dans le lien entre le docteur et ses patients et dans tout le système, en fait. Donc, que faites-vous afin de pouvoir développer et maintenir cette confiance? Dr. Khan est aussi quelqu'un de la Saskatchewan et je sais que vous avez cette confiance de la part de des nations que vous desservez en Saskatchewan. Donc, parlez-nous de la confiance. Certainement, je vous dirai ce que je ressens et ce que je pense et j'espère que je ne me vanterai pas en disant ça, mais lorsque j'ai commencé ce travail, c'était assez évident de voir ce qui s'est ce qui se passait dans le passé pour les gens autochtones et je venais de l'Allemagne. Donc, je n'avais pas une bonne compréhension de ce qui se passait ici et je faisais ce travail. Je suis allée dans les communautés, je ressentais: «Oh mon Dieu, il y a quelque chose d'important qui manque ici» et pour que je fasse quoi que ce soit, j'ai besoin de cette confiance et pour avoir cette confiance, pour qu'elle se développe entre moi et les peuples autochtones et entre les peuples autochtones et le système et les services de soins de santé, c'était vraiment la base essentielle pour tout ce que vous voudriez faire et rapidement, je pense que c'est applicable pour toute nation, pour tout groupe ethnique. Je viens d'un endroit du monde où le même genre de situation se passe. C'est assez facile et rapide pour moi de comprendre et de pouvoir développer cette, confiance, c'était important. Mais on ne pourrait pas faire grand-chose sans cette confiance. Pour développer de la confiance, vous devez démontrer les actions, ce que vous dites, ce que vous faites, vous devez le démontrer. J'ai encore beaucoup de choses à faire et j'ai beaucoup de travail, oui, à développer, mais je suis très privilégiée de travailler avec les peuples autochtones de la Saskatchewan. Je les adore et chacun d'entre eux me disent: «Ah, ce que je veux faire après la pandémie, ou plutôt moi, ce que je veux faire, je veux écrire ce que j'ai appris des aînés, des gardiens de la connaissance. Donc oui, il y a beaucoup à apprendre, beaucoup à faire, beaucoup à construire, à développer lorsqu'on parle de la confiance avec les populations autochtones et dans le domaine de la santé, c'est critique, essentiel. Merci beaucoup, Dr. Khan. Et vraiment, je n'en reviens pas à quel point cette heure passe rapidement. On n'a pas pu poser des questions à tout le monde et je m'en excuse aux panélistes distingués que nous avions aujourd'hui. Donc, je voulais aussi mentionner l'hôpital d'Ottawa et c'est vraiment en lien avec le message Dr. Khan, la confiance dans les soins de santé et les gens du territoire algonquin, partagez votre message de quoi ça aura l'air ce nouveau campus et de pouvoir accueillir tout le monde. Ceci étant dit, restez en sécurité. Hi, hi.